Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super content d'être avec Louis, qui est donc prof de méditation ici, à Agora. Donc là, on est justement dans l'espace Agora et on est dans une super salle qui est la salle de yoga. Donc Louis est professeur de méditation ici et je suis super content qu'il soit avec nous parce que justement, je me suis rendu compte que la méditation pouvait être un outil intéressant pour l'ostéopathie. C'est pour ça aussi que j'en parle sur cette chaîne-là. Et du coup, on va voir un peu ensemble le parcours de Louis et comment il est devenu prof de méditation. Qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça change dans sa vie, la méditation, et comment il influence aussi un peu la vie de ses élèves en fait. Tu appelles ça élève ou étudiant d'ailleurs? Ouais, élève. Élève, bon d'accord. Et du coup, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a fait venir à la méditation. Moi, je trouve ça intéressant, quel a été le cheminement un petit peu qui t'a amené jusque-là, quoi. Mhm. Donc, le parcours, il a commencé il y a 14 ans à peu près, même un peu plus, je dirais même 15 ans, quand j'étais au Japon pour des études universitaires. Ok. Et j'étais en contact avec la culture japonaise, de ce qu'il y avait de plus harmonieux entre la nature et l'être humain, les temples japonais et les salles de méditation, les jardins de pierre japonais, et la présence de l'eau dans ces jardins japonais. Ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu créer ce calme, cette harmonie? Comment est-ce que les gens ont pu venir vers ça? Et j'ai découvert que, évidemment, toute la tradition bouddhiste, mais en particulier la tradition de méditation, la pratique de méditation était essentielle pour produire cela culturellement parlant. Et du coup, comment t'es entré en contact avec ça? C'est en visitant des temples? C'est-à-dire, ça n'a pas de Exact. rapport avec ton travail, c'était plutôt personnel En fait, j'ai visité des temples, j'ai passé beaucoup de temps juste à être aux endroits qui m'ont énormément touché. J'ai passé des après-midi entiers seul à regarder les temples japonais, à regarder les jardins de pierre, à regarder les salles à l'intérieur. Et puis après, j'ai observé aussi comment les gens interagissaient à l'intérieur de ces temples, les moines bouddhistes, et j'ai commencé à comprendre à partir de mon expérience au Japon comment la méditation pouvait avoir un impact sur l'ensemble de la vie d'une ville, sur l'ensemble de la vie d'une personne. Et ça m'a fasciné. Du coup, en tirant un peu pour essayer de comprendre d'où ça venait, je suis arrivé à la méditation. Okay. Et c'est via un prof iranien et un prof japonais qui m'ont pointé vers la méditation, vers un livre qui était mon premier livre d'approche de la méditation, qui s'appelait Les 3 piliers du zen japonais. Et à partir de là, c'était une passion. J'avais sorti après. Voilà, exactement. Tu as continué à te perfectionner. Petit à petit, mais en fait, c'était tout à coup pour moi, c'était comme tomber amoureux. C'était pas progressivement, j'ai tout mis dedans. Et à l'époque, j'avais 17 ans, non 18 ans, pardon. Presque 19, je dirais. Mais j'étais transformé par ce que je lisais, j'étais transformé. Parce qu'à la fois, c'était ce que je lisais, mais ce que je voyais aussi en allant au temple. Donc, il y avait Ça se concrétisait entre la théorie que toi tu disais et peut-être le comportement des gens. C'est ça. Et le comportement et dans les temples, cette espèce de recherche esthétique, dans les mouvements, dans tous les arts martiaux, l'aïkido, le kendo, et même dans la cérémonie du thé, qu'au Japon s'appelle sado, tous ces mouvements dénotent une grâce et une compréhension de l'harmonie du corps avec l'esprit, des pensées, avec le monde extérieur, monde intérieur, extérieur. Donc cette manière d'étudier et de travailler l'harmonie interne-externe qui est le fruit d'un travail de méditation, d'une expérience de méditation, ça m'a fasciné. Je me suis dit, mais moi, je voudrais faire comme ça aussi dans ma vie. Je voudrais devenir cet être harmonieux à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, j'ai ouvert une porte qui est énorme, mais qui depuis a complètement changé ma vie. Et oui, je me doute. Ça fait 14 ans. D'accord. Mais du coup, alors, c'est intéressant ce que tu racontes parce que moi, je me suis demandé, bon, c'est un peu, entre guillemets, assez matériel, mais
comment du coup on fait pour devenir entre guillemets professeur? Parce que là, ce dont tu parles, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, c'est ça? Ouais. Et du C'est coup, une quinzaine. tu t'es tellement plongé dedans que tu as voulu au bout d'un moment enseigner. Ouais. Alors, comment on devient professeur de méditation? Parce que je suppose qu'il n'y a pas de diplôme officiel ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas exactement au courant, mais... Non, il n'y en a pas. Il y a quelques diplômes qui, récemment, depuis une vingtaine d'années, aux États-Unis et Angleterre, commencent à standardiser des procédures, des techniques de pleine conscience, dans ce qu'on appelle des techniques de réduction du stress. Il y a un diplôme assez cadré là-dessus, mais en réalité, ça c'est, j'allais dire, c'est une tendance moderne pour rendre un objet dans la méditation. Mais on imagine bien que depuis des millénaires, la méditation existe. Il n'y avait jamais eu un essai de standardiser dans un produit une quelconque technique de méditation. C'est vraiment une invention. Pas vraiment dans les principes de base, je suppose. Non. Et puis moi personnellement, je suis pas trop pour, même si je respecte bien sûr. Mais moi, en fait, je suis arrivé au monde de l'enseignement petit à petit en découvrant à la fois une communauté de méditants qui est devenue la mienne quand je vivais à Istanbul, en Turquie, et à la fois en connaissant celui qui est devenu mon professeur, un peu comme un maître, et qui a accepté de m'enseigner tout. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui enseignait un peu encore à l'ancienne, c'est-à-dire que j'étais pris sous son aile pendant 2 ans et c'était pas, il y avait pas, il y avait pas d'échange financier, mais il y avait un certain nombre d'engagements que je prenais, que je prends toujours, puisque j'enseigne sous sa bénédiction quelque part. Mais donc ça s'est fait petit à petit. À un moment donné, je me suis dit, la méditation étant tellement importante dans ma vie, c'est un bijou précieux. Comment est-ce que je pourrais apporter ça aux autres comme cadeau? Ça, c'était l'origine de ma question. D'accord, ok, ça part de là la réflexion. Ouais. Comment est-ce que je peux transmettre ça aux gens? Parce que ça a tellement changé ma vie. Ça a eu des impacts physiques. De stressé avant, ou enfin c'est peut-être dur à dire, mais... et pas stressé d'un point de vue, je m'irritais, etc. Mais j'avais des somatismes assez forts, j'avais des migraines très 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 fortes qui sont complètement arrêtées au moment du début avec la méditation, alors que j'étais suivi par des neurologues, j'avais fait des tacs du cerveau parce que les migraines étaient vraiment horribles, je ne pouvais rien faire. Au moment où j'ai commencé la méditation, ça s'est arrêté. Je ne l'ai plus jamais eu depuis 15 ans, 16 ans. Et ça a changé aussi ma manière de voir les gens. Ça a ouvert mes pensées beaucoup plus à la compassion, à la compréhension de l'autre. Ça m'a permis de voir qu'il y avait une autre manière de voir la vie autrement que par un référencement individuel autocentré permanent. Et en faisant ça, ça a ouvert mes sens, ça a ouvert ma vision, mon panorama. Voyant ça, moi je me suis dit, je voudrais partager ça avec les autres. Et assez souvent, quand on explore cette voie, quand on va dans cette voie, on se rend compte que ça devient presque naturel de vouloir partager ça avec les autres. Après, savoir le partager, c'est une chose. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai suivi l'entraînement avec mon prof et que je continue à bien sûr m'entraîner. Être professeur, être enseignant de méditation, c'est à la fois continuer à apprendre, mais par d'autres moyens. Tous les jours, même quand j'enseigne, je me rends compte que je suis en train d'apprendre, même de ce que j'enseigne. C'est bon signe. C'est étonnant. Génial. Et, du coup, moi je me demandais, par exemple, est-ce que quand tu commences à enseigner, ça vient progressivement, ou ça a commencé à Agora avec des cours directement comme ça, ou comment ça s'est passé un petit peu? Alors non, j'ai commencé l'enseignement avec mon prof. Donc il t'accompagnait au début? Il m'accompagnait au début, on a fait un cours de 6 semaines ensemble, c'est-à-dire que je l'assistais. D'accord. J'ai assisté mon prof, puis après j'ai eu mon propre cours solo.
de 6 semaines aussi, avec des gens que je connaissais plus tôt ou des gens Donc ça, pour qu'on se rende compte, amis. par exemple, tu as quelques étudiants, enfin, comment ça se passe Alors pour le cours avec concret? mon prof, on a commencé avec un cours qui avait une vingtaine d'étudiants. Ah oui, quand même déjà. Oui, et je guidais, je tenais pas la structure principale, mais je guidais des méditations et il me faisait intervenir au fur et à mesure. Donc on avait toute une préparation. Moi, pour arriver à ça, je me suis préparé pendant 2 ans. D'accord. En suivant différentes techniques de méditation par période, par phase. Il y avait 6 mois, tous les jours je faisais une technique, autres 6 mois je faisais une autre technique, et je gardais aussi un journal de méditation. Okay. Avec des entrées tous les jours que je soumettais à mon prof et qu'il me répondait. Et chaque jour, il y avait des entrées, des lignes, des questionnements. Des questionnements. Il fallait que je raconte mes obstacles dans la méditation, mes impressions dans la méditation. Et donc, c'était un processus assez long où mon prof est devenu intime dans mes pensées, intime dans pas forcément dans ce que je pensais, mais ma mécanique de pensée, ma mécanique émotionnelle. Parce que c'est ça dont il s'agit dans la méditation. Il s'agit de se connaître, pas, c'est différent avec la psychanalyse ou la psychologie. Tu ne connais pas forcément les sources ou les origines profondes des émotions, mais tu connais les mécanismes des émotions, tu connais les mécanismes des pensées. Et en faisant ça, tu acquiers une emprise ou un contrôle sur ton attention, ce que tu diriges, vers quoi tu diriges ton attention, tes énergies. Donc lui, avec cet entraînement, il a connu mes mécaniques, ma manière de penser, ma manière de lier des types de pensées avec des émotions, ma manière de faire face à des émotions déplaisantes, plaisantes, neutres, etc. Et au fil des mois, du coup, j'ai avancé avec lui, avec différentes techniques, différents conseils, jusqu'à arriver au moment où il m'a dit, on est prêt. Mais pour ce moment-là, j'ai dû un jour passer tout un jour à lui enseigner différentes techniques. Où il me corrigeait. Et il faisait un peu l'avocat du diable. Il faisait l'étudiant difficile, il me posait beaucoup de questions difficiles. Il y avait un énorme entraînement sur les mots, parce que quand tu guides la méditation, chaque mot est très important. Les élèves sont dans un état de concentration profond. Oui. Donc si tu dis des mots pas appropriés, tu perturbes la méditation, tu les sors. Voilà, donc en fait, il y a aussi un effort de choix de langue, un effort linguistique très très important, un effort du volume de ta voix, de ton ton aussi dans lequel tu parles, de la manière de se poser pendant que tu guides la méditation, puis aussi de la manière de s'adresser aux élèves quand ils viennent, la déontologie en méditation aussi, parce que c'est un rapport asymétrique entre un élève qui souvent se place là un peu à la recherche de méthodes qui vont l'aider et qui peuvent te voir, un peu comme un être, idole, pour apprendre. Donc il y a une déontologie aussi à voir. Sûr, il y a quelques principes à garder. Donc on a vu tout ça, et puis après on a ouvert avec le premier cours où je l'ai assisté, et puis ensuite un cours où j'ai aidé moi-même. Et tous les ans, on a 2 cercles de professeurs qu'il a formé, où on s'est réunis pendant une journée c'est comme un contrôle continu de connaissances, compétences, formation continue. Plus avec d'autres profs que je continue à me former tous les ans en permanence. Et donc ça reste, tu es toujours encore dans l'échange au bout du compte avec lui et avec d'autres professeurs qu'il a formés aussi. Complètement, on lit beaucoup, avec les autres professeurs également. Il y a un échange entre différents professeurs pour voir ce qui marche, ce qui n'a pas marché. On échange beaucoup sur les réactions des élèves, parfois des incidents, comment on fait face à ça. Donc il y a pas mal d'échanges entre nous, et c'est enrichissant. Et puis bien sûr, quand tes profs ou quand mes profs ils vont commencer à venir ici, ça va être aussi un échange intéressant de voir comment je tiens un lieu, comment je tiens une communauté, et de voir comment ils peuvent enrichir ça. Ce qui est assez passionnant, mais aussi très agréable, c'est finalement dans le monde où je évolue, plus qu'un sens commercial, plus qu'un sens d'institution formelle, j'ai eu la chance de tomber sur une communauté un peu comme une famille.
Donc il y a beaucoup d'entraide et il y a des vraies amitiés qui se créent. D'accord, ok. Autour des pratiques. Le mot dans le jargon, c'est Kalyana Mitrata, qui veut dire kalos, ça veut dire beau en sanskrit et en grec. En grec aussi, kalos. Ouais. Et Mitrata, Mitra ça veut dire ami et Mitrata ça veut dire amitié, donc c'est l'amitié belle. D'accord. Une amitié tournée autour de pratiques qui vont vers l'intérieur, vers la connaissance soi-même et vers l'harmonie avec les autres. D'accord, ok. D'accord, et alors, bon, parce que moi je suis un petit peu dans le concret des fois, là tu me dis par exemple ce système-là d'enseignement, qui n'est pas vraiment un système, je ne sais pas si je pourrais l'appeler un système, c'est fait par exemple avec des professeurs qui ne cherchent pas forcément la reconnaissance. C'est-à-dire moi si je vais taper sur internet professeur de méditation, je ne vais peut-être pas trouver en fait, quoi. Comment ça s'organise un petit peu. Enfin, je trouve ça intéressant de savoir ça aussi. Alors bien sûr, ça dépend de chaque tradition. Il y a plusieurs traditions dans le bouddhisme. Moi, c'est une tradition bouddhiste aussi, même si j'enseigne une méditation qui est assez laïque au fond, mais ma tradition est bouddhiste. Et il y a plusieurs écoles, plusieurs tendances. D'accord. Dans chaque école, il y a soit des gens qui vont être plus connus que d'autres, pour des raisons assez naturelles. Soit c'est des leaders spirituels très très connus traditionnellement, comme le Dalai Lama ou des lamas au Tibet, donc ils sont naturellement connus. Soit c'est des gens qui participent dans certains cercles, ils sont relativement connus dans ces cercles-là. Dans ma communauté en particulier, les profs, alors même qui sont ils ont une expérience très grande et un parcours remarquable, ils ne cherchent pas à se faire connaître. Ils sont pas dans cette partie d'exposition, puisque ça fait partie du principe de pas trop inventer un ego par une représentation, un ego qui pourrait faire obstacle à leur propre pratique. Donc il y a toujours un besoin de garder les pieds sur terre, il y a toujours un besoin de rester assez humble et de rester centré sur une chose principale, c'est l'enseignement, le dharma, la pratique, plutôt que sur moi en tant qu'individu. Il y a un sens on participe dans une communauté énorme, on est très important individuellement parce que on fait partie de cet énorme réseau de vie, mais on n'est pas forcément plus important que la personne à côté. Ce qui fait que mes profs, alors même qu'ils sont très sages, très charismatiques et parfois des professionnels assez remarquables, c'est pas des têtes d'affiche de rockstar comme on peut le voir dans d'autres pratiques. Bien sûr. Ouais, ça je trouve ça aussi super intéressant. En fait, c'est étonnant puisque c'est un monde en fait qui est relativement important et dont entre guillemets le commun des mortels n'est pas forcément au courant, alors qu'il y a comme ce que tu viens de dire, des gens qui sont très reconnus dans leur milieu à eux, mais qui vont pas forcément le communiquer, donc du coup on n'entend pas forcément beaucoup parler. La reconnaissance dans ce milieu-là se joue pas tant par ni une reconnaissance financière, parce que c'est pas forcément des profs qui vont demander beaucoup d'argent. Je pourrais avoir ces profs ici, d'ailleurs ils vont venir, mais ils vont pas demander forcément de l'argent. La reconnaissance se fait parce que les gens qui passent du temps avec eux les voient comme des grands frères souvent et veulent avoir leur compagnie, leurs conseils, etc. Bien sûr. Mais cette reconnaissance, elle passe vraiment, pas vraiment par une partie de communication, mais par une partie plus de temps passé avec les gens et de l'engagement individuel passé. Donc il y a beaucoup d'engagement. Hein. Ça, oui, c'est un monde d'engagement fort. D'accord. Ok. Alors je pense qu'il y a des gens qui nous regardent qui hésitent peut-être à commencer la méditation. Donc ce qui pourrait être intéressant, ou pour ceux qui commencent, moi je me posais la question, est-ce que tu as certainement une idée peut-être des problématiques premières que rencontrent les étudiants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à méditer tout simplement pour un tas de raisons que tu connais très certainement bien mieux que moi. Et j'aimerais savoir un petit peu si toi, tu peux un peu nous expliquer quelles sont ces problématiques que les gens vont pouvoir rencontrer en commençant la méditation? Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, une problématique, une difficulté assez centrale dans cette société qui cherche beaucoup de stimuli externes, qui est tout le temps bombardée par différents médias toujours plus rapides, avec beaucoup de vitesse dans les différents supports qu'on a, comme le portable, l'ordinateur, etc. La difficulté principale, c'est de pouvoir s'arrêter, pouvoir estimer qu'il est bénéfique de s'arrêter un peu. Pour tenter une autre chose. Donc c'est le fait de dédier un peu de temps dans une vie de plus en plus occupée, de plus en plus affairée avec différentes choses, le travail, les achats, les voyages, la famille, etc. De pouvoir s'arrêter 2 secondes et faire autre chose. Donc, ça pour moi c'est le principal obstacle. Une fois cette ligne est franchie, à partir de ce moment-là, il y a un monde qui s'ouvre. Évidemment, le plus facile, je dirais le plus bénéfique en termes de soutenabilité de franchir le pas, c'est de bien s'entourer. Je dirais que bien s'entourer avec quelqu'un, un enseignant qui puisse guider, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'applications sur Internet, sur le portable qui peuvent guider. Effectivement, c'est une bonne chose. Moi, je dirais pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une très bonne chose, mais ça ne va jamais remplacer l'expérience et le conseil personnalisé d'un enseignant, qui lui il peut juger par sa propre expérience et en faisant un diagnostic de la personne, qu'est-ce qui pourrait mieux orienter la personne. Ça, c'est la première chose. Bien s'entourer veut dire aussi être suivi par un enseignant, orienté par un enseignant, mais également au sein d'un groupe de personnes qui vont apporter du soutien, du courage, des encouragements, et il va trouver probablement auprès de ce groupe-là des petites amitiés qui vont se lier, ce que j'appelais les kalyanamiklata, qui vont être des amitiés d'un tout autre genre, d'un genre plus de profondeur. On va moins échanger sur le match de foot de ce soir ou le shopping à faire, et plus échanger sur des questions essentielles dont on parle peu, comme la nature de la souffrance humaine, l'impermanence de la vie, la solitude, mais aussi le plaisir, l'amitié, l'amour, de manière beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de faire. Après, à partir de là, le tout, c'est de tenir. Donc la patience, l'organisation, la persévérance, pour transformer un peu sa vie, afin de arrêter la machine qui va très très vite, pour dédier du temps à cultiver sa pratique. Pour moi, la méditation, je dirais c'est une culture, c'est quelque chose qu'on cultive et dont les fruits on voit au bout de quelques temps. Ça impacte toutes les dimensions de l'être humain, mais ça a besoin de pas mal de patience, parce qu'on ne voit pas les résultats comme ça du jour au lendemain. Parfois, au bout d'une méditation, on peut se sentir très calme et c'est fascinant. Mais cette fascination, elle peut s'estomper. Donc je dirais de cette fascination de la méditation un effet plus durable dans la vie, il y a un obstacle. Et c'est l'obstacle qui représente l'attrait d'une vie toujours très rapide, avec plein d'objets de satisfaction assez rapides, mais finalement de courte durée. Et ça, on est un peu éduqué à ça avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est l'obstacle principal. Et à ça, la meilleure chose, c'est de pouvoir s'entourer, pouvoir demander de l'aide, trouver un bon endroit, une bonne communauté, un bon groupe de gens. Comme Agora. Comme Agora, effectivement. C'est ce que j'ai dit aux gens. D'ailleurs, en fait, ça c'est un des 3 joyaux, on l'appelle un joyau de la tradition dans laquelle je suis. Il s'appelle Triratna, les 3 joyaux. Et ce joyau-là, c'est le joyau de la communauté. La communauté comme valeur, comme un endroit pour cultiver son monde intérieur. D'accord. Ok. Ouais. Tu nous as déjà apporté de bons conseils pour du coup commencer, donc bien s'entourer et essayer de casser cette barrière un petit peu de notre vie quotidienne qui nous entraîne à ne pas se poser au bout du compte. C'est ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, il y a plein d'autres choses que j'aimerais aborder avec toi, mais je pense qu'on va peut-être faire plusieurs vidéos pas trop longues, parce qu'il y a tellement de choses aussi que j'aimerais parler.
Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire par exemple quels vont être les prochains événements qui vont peut-être arriver à Agora justement, ouais. Ici, donc dans quelques semaines ou quelques mois, si le Covid nous laisse un petit peu tranquille? Oui. Alors pour ce qui est du monde de la méditation, au mois d'avril, nous organiserons avec Sonia, qui est la prof de yoga d'Agora, principale d'Agora, une retraite autour du yoga et de la méditation ensemble, qu'on appelle… Donc ça se passe ici à Lisbonne? Ça se passe près de Lisbonne, à Mafra, à la Casa Chanty, sur un week-end de 3 jours, un week-end long de 3 jours. Qui peut être celui du 9 avril, 9 au 11, ou celui d'après, c'est pas encore décidé, mais très probablement du 9 au 11, où on va à la fois étudier et voir ensemble le yoga, la méditation, mais dans un but de soutenir la créativité. Donc il y aura aussi un atelier soit d'art, soit de musique. Donc en fait tu donnes un thème un petit peu particulier. Donc c'est la créativité à partir de l'étude intérieure. On va avoir plusieurs techniques, mais le but étant d'amener les élèves à faire réveiller la créativité, pas forcément des artistes, mais chacun a un côté artistique. C'est plus le sens de réveiller la pulsion créative d'un avis, d'un chacun, qui est parfois endormi à cause de tout ce qu'on a dit précédemment, mais qu'avec la méditation, avec le yoga, avec des pratiques de ce genre, on peut se réveiller dans un espace qui est magnifique, qui est la Casa Chanty, un espace avec des maisons en pierre ancienne, des jardins absolument partout. On peut même manger les fruits des arbres. Donc c'est un espace d'immersion aussi dans la nature, de calme pendant ce week-end-là. Après, nous avons d'ici l'été, encore la date est à préciser, ça pourrait être soit mai, soit juin en fonction de l'organisation post-Covid, une retraite de méditation, très possiblement de 4 jours. Et possiblement, ça se fera à l'Alentejo, dans une zone, dans un endroit d'un ami qui a construit une maison avec un terrain qui se veut un terrain de vie soutenable, en communication avec les paysans, les villageois du coin. Du très bon vin en Alentejo en plus. Voilà, exactement. C'est proche des producteurs. Exactement. Et cette fois-ci, ça sera plus une retraite de méditation pour approfondir que dans les techniques de la méditation et l'étude de soi-même. Potentiellement, je pourrais faire cette retraite avec un de mes profs. D'accord. Et ça sera 4 jours d'immersion, un peu de pause du monde tel que nous le connaissons. Et à part ça, j'ai également la visite de 2 de mes profs qui viendront à Agora. Probablement, toujours si le Covid le permet, un de profs pourra venir au mois de mai et un de profs pourra venir d'ici l'automne, en septembre. Donc ça, c'est les 2 rythmes. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Ouais, c'est déjà un sacré programme, ça donne envie d'y être déjà. Absolument. Bon, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un peu ce type de communication, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut être vraiment intéressé. Moi, c'est un monde que je connais peu et je sais que ça m'intéresse, mais c'est pas toujours évident d'avoir un peu d'informations sur la méditation. Donc du coup, j'espère qu'on reproduira ça. On va peut-être, avec toi, on pourra peut-être animer d'autres petites interventions, parce que j'aurais lancé une idée à tous ceux qui voudraient le faire. C'est une pratique hebdomadaire de pleine conscience qui va changer chaque semaine. Je le fais déjà avec la communauté active d'Agora, mais je voudrais, dans la mesure du possible, pouvoir le proposer au grand public. Peut-être qu'on pourra le lancer lors d'une autre… Si vous voulez suivre un peu ça, vous pouvez bien sûr vous mettre sur l'Instagram d'Agora ou le Facebook. Vous aurez les sorties, notre évolution en fait, que ce soit l'ostéopathie, le yoga ou la méditation. Et du coup, on se dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à passer à Lisbonne pour rencontrer notre studio. Et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.